Bienvenue les gars dans ce nouvel épisode de Strapologie. Aujourd'hui, j'ai deux invités. Pour l'instant, il n'y en a qu'un parce qu'il y en a un qui est très en retard. On va l'engueuler. Ça va être Neil. Il va se présenter tout à l'heure. Avant de commencer, je voulais remercier le sponsor de cette émission, Gestion Locative Plus. Donc, une agence qui va s'occuper de racheter vos biens, de les louer. Ils vont vous permettre aussi de trouver de la location. L'agence se situe sur Paris. Il va falloir contacter Anthony si vous avez besoin. C'est quelqu'un de confiance. Je vous mets son site, son numéro en dessous. Il a plus de 10 ans déjà d'expérience. Donc, si vous avez besoin, encore une fois, de gérer vos biens immobiliers, achat, vente, location, n'hésitez pas à le contacter. Merci à lui, merci Anto pour la confiance. Je vous présente l'animal. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, ça va pas tarder. De toute façon, bientôt, on parlera que de lui. Neil, ça va mon gros? Ça va être toi. Est-ce que tu peux te présenter sportivement parlant? Alors, ça va être long parce que je pense qu'il y a des choses à dire. En attendant, Toli, ceux qui connaissent Toli, voilà. Regardez, Toli n'est pas là. Voilà. Il va arriver normalement pendant le podcast. On espère. Alors, il aime bien arriver les 20 dernières minutes pendant les cours. Il va peut-être faire la même chose. C'est pas grave. L'essentiel, c'est déjà que tu sois là. Nel, alors raconte-nous un petit peu d'où tu viens, qui tu es maintenant, dans quel sport maintenant tu évolues. Je t'écoute. Nous, tu t'entraînes à la MK Team, on te connaît de là. Bien sûr. Et voilà, dis-nous un petit peu ton parcours sportif. À quel âge il a commencé? Comment tu as évolué, s'il te plaît? Alors moi, du coup, c'est Nel Ariano. J'ai 30 ans. Je suis né à Orléans. Okay. Il y a 30 ans de ça. Et sinon, mon parcours sportif, j'ai commencé d'abord par le judo à mes 5 ans. Okay. Et j'ai eu une grosse partie de judo parce que je suis rentré en sport-études aussi vers 13-14 ans. Okay. Et ensuite, je suis allé de sport-études en sport-études pour me retrouver à l'INSEP, en équipe de France de judo notamment. Okay. Et j'ai arrêté il y a 3 ans pour me consacrer totalement au MMA parce que c'est un sport que j'ai découvert, que je connaissais, mais que j'ai pratiqué pendant le Covid. Ok. Pendant le Covid. C'est là que ça t'est venu un petit peu, cette idée Au début, c'était pas question de combattre, c'était pas question de faire du MMA, c'était pour le plaisir. Voilà, les salles elles étaient fermées. Ouais. J'ai eu par le contact d'un pote, on m'a dit ouais, il y a une salle de MMA qui est ouverte, tu peux faire un peu de sol pour t'entretenir, etc. Je suis allé et en fait, je me suis pris au jeu. J'ai grave kiffé, comme on dit. Judo, donc plus de 20 ans. Plus de 20 ans. T'es monté jusqu'à où? J'ai fait champion de France chez les juniors. J'ai eu plusieurs médailles nationales. J'étais en équipe de France en cadet, en junior. J'ai eu des médailles aussi nationales en senior. Okay. J'ai fait un peu des médailles à l'international sur ce qu'on appelle les Coupes d'Europe, Coupes du Monde, etc. Okay. J'ai fait aussi un championnat du monde et un championnat d'Europe en junior. Incroyable. Et le tournoi de Paris aussi, parce que je sais que c'est important pour nous les Français. Le Grand Slam de Paris-Bercy, c'est ça. Ok. Et voilà. Par-ci par-là, fait le tour du monde avec le judo aussi, ça a été une chance. Donc l'INSEP. l'INSEP, ouais. Ok. Donc on a été dans plusieurs pays, notamment tout le bloc de l'Europe de l'Est. Ok. Au Japon aussi, sur la terre. Japon, ça doit être dur. Hein. Ouais, ça doit être dur. Japon, c'est dépaysant, mais c'est un peu moins dur que je dirais que certaines autres destinations, parce que c'est très technique, on va dire. Ok. C'est où que tu as senti physiquement c'était compliqué? Vraiment. Pays de l'Est. Ouais, pays de l'Est et Corée aussi. Ouais, ils ont la réputation. Parce que Corée, ils sont techniques et très physiques. Ouais. Ok. Donc, voilà. Ok, incroyable. Et donc MMA, 3 ans. C'est un an, j'avais commencé un petit peu avant. Okay. J'ai commencé, on va dire, fin 2021. Ok. Et j'ai combattu début 2022. Mon premier combat, c'était au championnat de France amateur. Okay. Que j'ai remporté à cette époque-là. Et c'est là où je me suis dit, en fait, si, c'est... Il y a un truc à faire. J'étais en perte de vitesse avec le judo. Je savais pas que j'avais envie d'arrêter. Je sais que ça devenait compliqué. On va en parler notamment après, voilà, ça devenait compliqué. Et en fait, le fait de faire du MMA et en plus de faire de la compétition, ça m'a vraiment convaincu dans cette idée que j'ai trouvé en fait ce qu'il me fallait. Quoi. Ok. Là, tu es au Cage Warrior. Yeah, c'est ça. 5-0 en 5-0. Pro. On est bon. On est bon. Donc il y a un bon run là déjà. Ça se passe bien. Tu as des nouvelles pour la suite ou pas du tout encore? Tu es en attente? J'ai des nouvelles, mais c'est très... voilà quoi, c'est dans l'idée. Normalement, ils souhaiteraient que je recombatte d'ici le mois de mars. Ok. Donc voilà. Pour l'instant, j'ai pas plus de news que ça. J'aimerais bien vous dire si c'est pour la ceinture ou pas. Tu sais pas encore, ouais. Parce que tout le monde aimerait savoir, mais il y a 50% de chance oui, 50% de chance non.
Ok. Mais moi, ça me dérange pas. Dans tous les cas, on va dire que ça m'arrange. Oui, oui. J'ai un combat de Ouais, plus, ça t'as me le permet de temps, m'aguerrir, ouais. voilà. De me prendre un gros client encore, de m'aguerrir et d'être vraiment prêt quand on me donnera ma chance. Et si c'est la ceinture, bah, c'est aussi une très bonne opportunité et on se prépare en conséquence. Ouais, parce que Cage Warrior, c'est souvent quand même un Mm. petit peu connu, un peu comme le RS. Une fois qu'on a la ceinture, qu'on arrive à s'installer, Mm. bah, souvent on va être appelé par peut-être l'UFC. Je sais pas Peut-être quel est l'UFC, ouais. ton... Est-ce que tu as un objectif d'ailleurs dans le MMA? Bien sûr. Est-ce que donc, tu vas peut-être chercher le prestige avec l'UFC ou est-ce Mm. qu'une organisation comme le KSW ou le Bellator t'irait aussi très bien? Est-ce que tu te laisses un peu aller ou tu réfléchis pas vraiment à ça, juste Mm. tu veux combattre? Après, moi, je peux donner mon objectif. Mon objectif, comme j'ai toujours dit depuis que j'ai commencé, c'est d'intégrer l'UFC. Ok. D'intégrer l'UFC et surtout d'y performer. Donc, je mets tout en place pour atteindre ce but-là. Let's go. Maintenant, voilà, qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Si demain, je sais pas, l'opportunité se fait d'aller au KSW ou au PFL pour justement Oui. aller à l'UFC, bah, je la prendrai. Parce Ouais, que, prendre encore plus d'expérience. voilà, prendre encore plus d'expérience. Mais on va dire le but à long terme, moyen long terme, c'est d'être à l'UFC et d'y performer, quoi. Génial. Toi, t'es en moins de 93. 93 kilos, ouais. L'UFC, c'est qu'il a en 93 actuellement. C'est Pereira, le Ouais, champion. c'est Pereira. Avec, il y a un bon top 10, top 5 où les mecs sont assez solides quand même. Ouais, c'est costaud. Donc voilà. On a aussi un Français, Oumar Sy, Merci. Ouais. qui évolue très bien là-bas et tout. Ouais. Donc ouais. Alors, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, Omar. N'hésite pas à passer au club, là. Tu es là tous les mardis. Moi, je te vois tous les mardis. Je donne le cours de grappling à la MK Team. Quelle est pour toi l'importance de faire vraiment du grappling en plus des cours de MMA? Pas juste faire du grappling MMA, mais du grappling pur. Est-ce que pour toi, ça a une importance particulière? Bien sûr. Parce qu'en fait, je pense que pour exceller ou en tout cas progresser, être bon dans une discipline, il faut comprendre, on va dire, son essence. Donc, je trouve ça important de faire du grappling, du jiu-jitsu, mais vraiment dans l'idée de j'y vais pour faire du jiu-jitsu, j'y vais pas pour faire du MMA. Et ensuite, moi, je préfère adapter sur mes entraînements après, mais quand j'y vais, quand je viens le mardi, je viens vraiment avec l'esprit, je viens faire du sol, quoi. Je viens faire du sol, donc il n'y a rien que je m'interdis, des positions qui pourraient être dangereuses en MMA, ben, je vais quand même les explorer. Et en fait, le but, c'est vraiment comprendre la logique. La logique, les mécanismes. Et une fois qu'on les comprend, je pense qu'on évolue mieux, on progresse mieux. Okay. Mais pour ça, il faut se mettre dans le kimono ou le rash guard Tu d'un mec du sol. Aussi non, malheureusement, non. Après, comme moi, je faisais du judo, j'ai appris le sol en kimono, ce serait plutôt bien, mais j'ai pas encore trouvé un créneau pour me dégager du temps pour en faire. Okay. Est-ce que tu fais la même chose pour les autres disciplines du MMA, comme la boxe, où tu prends exprès des cours de boxe? C'est que je sais pas trop, après tes entraînements, je sais que tu fais du MMA avec Loïc Porra, je me trompe avec pas. Tonton et Loïc Porra à la TFF Academy dans le 13e. Okay. Ouais. Et oui, moi j'ai le même état d'esprit pour tous les autres sports, c'est-à-dire que la lutte, tu fais. J'ai un club de boxe, j'ai un club de lutte. Mon club de boxe c'est le Fight Industry à Évry. Mon club de lutte c'est l'USC Créteil avec Maxime François. C'est ça, tout le monde est là-bas. À un moment donné, je faisais aussi un peu de pied-point. Malheureusement, là, j'ai plus trop le temps d'y aller, mais je travaille différemment avec un coach de Muay Thai qui s'appelle Desti. Donc, non, franchement, j'essaie vraiment de comprendre les logiques. Si tu vas vraiment dans la... Parce que ce que j'ai remarqué avec ce sport, c'est si tu vas vraiment dans la logique de non, moi je fais du MMA, ça me servira pas. Ce que j'entendais beaucoup quand j'ai commencé le MMA, parce que moi, dès le début, j'ai pris des cours de boxe. Et les mecs, ils me disaient, mais ça sert à rien, l'anglaise, c'est pas comme ça, c'est pas la même en MMA et tout. Bah, moi, ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai pu comprendre les mécanismes de l'anglaise et du coup, j'ai pu comprendre aussi ce qui passait pas en MMA, quoi. Je suis assez d'accord avec ton point de vue. On avait déjà un petit peu parlé au club. Moi, j'ai eu la chance d'entraîner des juniors au judo, qui sont bien classés. Et effectivement, je leur apprends un JJB. Alors effectivement, on va pas travailler des clés de cheville, des choses qui leur serviraient à rien, mais on va s'amuser, on va faire parfois des bolos, on va faire des mouvements, du scramble qu'ils vont peut-être pas avoir dans le judo. Mais je pense qu'à un moment donné, ça peut ouvrir des portes dans l'esprit, dans la gestion de son corps, dans la vision de travailler une discipline vraiment purement comme elle est, quoi. Sans penser de suite à le mélange après qu'il va y avoir ou l'adaptation qu'il va y avoir au judo, elle va se faire toute seule, pour moi. C'est vrai. Et je pense que toi, tu es un peu dans cet esprit-là. Donc, tu arrives après avec tes cours de MMA. Tu fais combien de fois du MMA par semaine? J'en fais 3 fois par semaine. 3 fois. Et il n'y a aucun problème. Tu arrives
Non, il n'y a aucun Ah, problème. ta boxe, tu vas pas faire une boxe comme de la boxe anglaise. Tu adaptes. Non, et puis Tu vas pas faire du grappling si ça m'arrive de le faire, ben forcément, il y a des erreurs qui vont Ouais. s'installer Oui, donc tu et vas que je vais remarquer que je vais toi-même, tu corriger. vas apprendre On a rapidement. l'entraînement, tu vois. Il y a libre cours pour se tromper, quoi. Ouais. C'est pas bien grave. Et après aussi, au-delà de ça, la mentalité que j'ai, c'est j'aime bien, on va dire, le sport, c'est aussi une expérience humaine. Mhm. Et j'aime bien en tant qu'être humain me dire, ah ouais, j'ai fait du jiu-jitsu, je suis capable de faire ça. C'est une compétence que j'ajoute à mon arsenal, même si ça me servira peut-être plus ou moins dans mes combats. Mhm. C'est au moins quelque chose que je sais que pour ma connaissance personnelle, pour ma culture, pour mes compétences, Ouais. c'est quelque chose que j'ai acquis. Et ça, c'est pas négligeable. Faut Ouais. pas voir non plus que le côté performance. Ce qui m'arrivait Ouais, j'entends. de trop réfléchir comme ça au niveau du judo, et c'est là qu'on perd le plaisir. Ouais, tu cherches plus la culture du truc, tu veux juste Tu veux juste être comment performant, gagner, voilà comment quoi. gagner. T'es Ouais. dans la consommation. Il y a T'es plus dans la consommation. Il n'y a plus le temps d'apprécier ce qu'on te montre parce qu'il y a un réel savoir. Ce que tu nous enseignes le mardi, bah, voilà quoi, ça a de la valeur et il faut savoir le valoriser en vraiment l'exploitant au maximum, c'est-à-dire en kiffant d'une façon, on va dire, loisir et en l'appliquant d'une façon plus performance quand c'est le moment. C'est clair, on t'a vu un peu faire des berimbolos au club, donc on te surveille quand même de près. Un jour, il va passer, faites gaffe. Alors, en vrai, en soi, le berimbolo lui-même, je ne sais pas si un jour tu auras l'occasion de le placer, mais une situation légèrement similaire ou une position de corps où tu peux te retrouver dans un scramble, Bien sûr. bah, tu vas avoir le tilt en fait de dire attends, là je connais, là je sais comment me positionner pour être fort. Et c'est pour ça que vraiment je pense que travailler une discipline comme tu le fais, une par une, et après faire ton mélange toi-même, l'adapter, je trouve que c'est la meilleure solution pour moi. Je trouve que c'est la faudrait meilleure aussi voir, pour moi. Ouais, après, c'est vrai que je suis pas entraîneur non plus de MMA. Ouais. J'aurais dû demander à Nicolas ce qu'il en pensait, Nicolas Haute, mais voilà, pour moi, c'est cette manière-là qui fonctionne, vraiment chaque discipline. Comme ta C'est ça. lutte, j'imagine que tu fais une lutte, et puis après tu adaptes, Ah oui, je fais etc. lutte. Donc, ouais. On va dire que quand je fais du spécifique, j'ai 2 fois le cours par semaine. C'est-à-dire que là, tu vois, le sol, j'en ai 2 fois par semaine. J'en avais 3 l'année dernière, mais j'ai un créneau qui a sauté. Ben, quand je viens à ton cours, c'est pur JJB. Je me prends pas la tête. Je suis là vraiment pour kiffer le truc et acquérir des connaissances. Et j'en ai un autre où, j'ai un autre coach aussi au niveau du sol. On va plus travailler les positions, les trucs par rapport au game plan. Là, on va être un peu plus dans une essence MMA. Et pour la lutte, c'est pareil. J'ai lutte pour le MMA dans ma semaine et j'ai un créneau lutte où c'est pure lutte. Je Ouais, viens, donc il n'y tu a pas travailles de. à chaque fois quand même C'est la vraiment lutte, transition. lutte. Avec les règles de la lutte, Ouais. avec les conditions de la lutte, avec l'équipement de la lutte. C'est pas je viens avec mes gants de MMA, tout ça, comme certains y font. Non, c'est vraiment, je reste respectueux du truc et je me laisse porter, quoi. Moi, c'est ça que j'aime bien aussi chez toi. T'es très humble, t'es très. On te voit arriver au club, on sait pas en fait. Non, mais c'est vrai, t'as ce côté respect. Alors, peut-être ça vient du judo, peut-être ce truc-là aussi. Mais, Judo et l'éducation. l'éducation. Et Ouais. aussi, des fois, là aussi, il faut être aussi réel, aussi la vie. Parce que bah, forcément, dans la vie, il peut y arriver, c'est humain, hein, des moments où bah, l'ego, il monte et en fait, tôt ou tard, la vie te fait un peu redescendre. Ouais. Mais l'essentiel, c'est de retenir les fois où tu es redescendu, que, ah, d'accord. Ouais, apprentissage. Voilà, c'est ça. Apprentissage. Ok. Judo, donc 20 ans de judo, 22 ans de judo. 25, du coup, parce que je continue. je resterai judoka toute Je ma t'ai vie. dû mettre 2-3 boîtes à ton dernier combat. Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de toi? Est-ce que ça te manque? Est-ce que tu es juste content d'avoir fait cette transition? Excuse-moi. Est-ce qu'il y a des raisons pour lesquelles aussi tu l'as faite? Est-ce que, comme tu as dit tout à l'heure, tu m'as dit ça, une espèce d'essoufflement du judo. Est-ce qu'il y avait des raisons? Est-ce que peut-être tu cherchais plus quelque chose? Là, on va pas se mentir, le MMA, il a un peu le vent en poupe en ce moment. Ça explose. Et tu te dis, là, j'ai ma place. Ou est-ce que c'est juste entre guillemets, un hasard que tu sois allé dans le MMA? Tu cherchais pas forcément la hype, c'est juste que ça t'a plu en soi. Et est-ce que le judo, peut-être un jour y revenir? Bon, après, on sait qu'avec les années, mais voilà. Est-ce que tu as un truc comme ça avec le judo? Non, même pas. Tu sais, de base, le judo, pour être honnête avec tout le monde, je voulais pas en faire. Ouais, de toute façon, quand on est petit comme ça, 5 ans, tes parents, ils t'y mettent. En plus, à l'époque, j'avais pas le droit d'être inscrit, parce que j'ai commencé avec l'association de quartier, il faut savoir. Mon quartier, Orléans, à Saint-Marceau. Et c'était 6 ans, l'inscription.
Et ma mère, Ok. elle est partie inscrire ma sœur, qui est plus grande que moi. Et le prof, il a dit, oh, mais lui, il peut venir. Mais il n'a pas l'âge. Oh, mais ça va, il est costaud. Il Donc est voilà, grand, on t'étais m'a déjà inscrit. inscrit au rang, ouais. Et c'est un truc que j'ai traîné toute mon enfance. En fait, j'ai continué à y aller parce qu'on faisait beaucoup de sport à la maison. Mais moi, mon truc, ce que je voulais, c'était le foot, comme tous les petits garçons. Ok. T'étais pas fan, quoi. T'y allais, mais. J'étais pas fan d'y aller comme ça. Ouais. Sauf qu'il y a un truc que je me disais toujours, c'était je veux être sportif de haut niveau. Je voulais Dès d'abord, c'était le petit. foot, ouais, c'était le foot. C'était moi, je voulais vivre du sport, tu vois. Ok. Et au début, c'était le foot. Le foot où bah, je m'épanouissais. Et en fait, à un moment, à l'école, c'était au collège, ça a été un peu plus difficile de suivre parce que j'allais au judo, j'allais au foot, j'allais au judo, j'allais au foot. Et en fait, mes parents, ils voyaient bien que je commençais un peu à décrocher. Ouais. Donc, ils m'ont dit, quel sport tu vas arrêter parce que tu vas faire plus qu'un sport et tout. Et j'ai dit, bah, direct le judo, on arrête le judo. Ça y est, Sauf que la mes porte de parents, sortie est là. mes parents, bon, dédicace à eux, ils ont décidé de me faire arrêter le foot. C'est eux C'était qui un ont peu dit comme une non, punition. non. Ouais. C'était un peu comme une punition. Et Ok. sauf que ce côté acharné que j'ai, je me suis dit, bah écoute, moi, c'est pas perdu pour moi. J'ai plus le foot, mais je veux toujours vivre du sport. Je veux toujours être un mec qui a fait du sport, allant sport-études et tout. Bah, je vais m'accrocher au judo. Et en fait, le judo où j'allais de temps en temps, je faisais des compètes, on me forçait, bah, je me suis mis à fond. Et en fait, c'est dingue parce qu'avec ce que je dis tout le temps à propos des arts martiaux, on me dit, mais tu dois être fan, tu dois aimer te battre et tout. Pas du tout. Ouais. Pas Mais du non. tout. C'est un truc que je ne saurais pas expliquer. C'est un truc que, quand je me mets à faire des arts martiaux, que ce soit le judo ou le MMA, j'ai ce truc où c'est complètement naturel. Mm. J'ai pas besoin de forcer le truc, c'est instinctif. Ça. Et mine de rien, je me sens à ma place. Alors peut-être c'est pas un truc auquel je réfléchis avec mon esprit. Je me dis, ah ouais, faut que je fasse du judo, faut que je me batte, faut que je machin. Mais quand j'y suis, je me sens épanoui. C'est un truc que j'arrive pas à expliquer. Et en fait, du coup, bah, quand j'ai commencé à me mettre vraiment à fond au judo, quand j'avais 13 ans, c'est l'époque où il y a des grosses compétitions, les interrégions, où on peut, l'année d'après, faire les championnats de France en Ouais. cadet et tout. Bah, quand je m'y suis mis sérieusement, en fait, j'ai redécouvert le sport. Je me suis dit, ah ouais, en Ok. fait, c'est bien, mais il y a cette logique, mais il y a ci, il y a ça. Parce qu'il Mhm. faut savoir que dans le judo, quand on est jeune, il y a beaucoup d'éducatifs. On fait faire beaucoup de chutes. C'est pour ça que beaucoup de gens lâchent l'affaire en route. Mais tout ça, c'est formateur pour la suite. Si tu tiens si tu tiens jusqu'à cette suite-là, tu vois. Et bah, j'ai kiffé redécouvrir. Et surtout, le truc, c'est que j'étais très performant. Donc, dès que je m'y suis mis à fond, bah, tout de suite, les compètes, ça a marché. Puis j'ai fait deuxième au championnat régional. Alors que je m'entraînais. Enfin, voilà, quoi. Je venais pas. Même mon entraîneur, il était surpris, quoi. Et je me rappelle toujours mon entraîneur qui m'a formé. Chaque fois que, par exemple, je perdais un peu ou j'avais une petite déception, il me disait, Nel, ça fait combien de temps on fait du judo? Tu sais, moi, j'ai 14 ans, j'aurais dire, ouais, ça fait 9 ans. Non, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que tu viens sérieusement, ça fait 2 ans C'est intéressant. que C'est t'écoutes, ça intéressant. fait 2 ans que t'as envie. Ouais. Et il me disait tout le temps ça. Il me disait tout le temps ça. Et en fait, ouais, ça a été vraiment révélateur pour moi parce que tout a marché. Genre, je peux pas dire, il y a un truc où ça s'est arrêté. J'étais en équipe de France en cadet, en junior, en senior. Et ça prouve une régularité et une longévité sur le truc et un sérieux aussi, quoi, quelque part. Est-ce qu'on arrive à en vivre du judo? J'ai un peu la réponse, mais parce que je sais que c'est difficile. Mm. Mais alors toi, t'as été en équipe de France carrément ou Ouais, pas? si, Ouais, ouais. donc t'étais en équipe de France. Est-ce qu'on arrive à en vivre ou est-ce que c'est compliqué? Il faut continuer à avoir un travail à côté, même s'il y a sûrement des horaires Mm. adaptés, des choses comme ça. Ouais. Lorsqu'on a un statut pro, Mhm. surtout en équipe de France. Est-ce que tu peux nous en dire plus ou c'est un truc tabou? Non, c'est pas tabou du Ok. tout. En fait, il n'y a pas de statut pro parce que c'est un sport amateur. Alors en fait, il y a des gens qui arrivent à en vivre Ok. en équipe de France, il y a des gens qui arrivent à en vivre. Après, tout est relatif. Selon le niveau de vie, c'est quoi pour toi vivre de quelque chose? Mais je dirais qu'en fait, quand tu as un certain niveau, Mhm. tu peux accéder à un certain type de revenu, enfin un certain niveau de revenu de salaire qui est payé par ton club. Après, Ok. si tu as des sponsors, c'est encore mieux. Si tu as des gens qui t'accompagnent, des mécènes, etc., c'est encore mieux. Mais en règle générale, je veux te dire, 80% des gens qui évoluent au judo de haut niveau sont dans la précarité. Ouais. On peut pas réellement vivre. Moi, il y a eu des moments et des périodes où bah, j'étais bien. J'étais bien dans le sens où j'avais. Après, moi, je viens d'un milieu modeste, donc j'ai pas besoin de beaucoup, tu vois. Mais j'avais de quoi payer mon loyer, j'avais de quoi me faire des cours, j'avais de quoi vivre un petit peu, tu vois. Ouais. Sans plus, sans grande fantaisie, etc. Mais il y a des moments où, bah, parce que forcément aussi, c'est réévalué en fonction de tes performances selon les saisons, etc. Ça dépend de tes affinités avec ton club aussi. Bah, il y a des moments où, bah, notamment vers la fin, où bah, en fait, j'ai commencé à avoir un boulot à côté. Et j'avais pas le choix.
Ouais, c'est Du dur. boulot que j'ai encore à l'heure actuelle. Ouais, donc là, tu ne vis pas encore Pas encore de... totalement du MMA. Ouais. Donc tu peux pas t'entraîner comme t'aimerais. Bah, je m'entraîne déjà beaucoup. Je trouve que c'est déjà T'entraînes beaucoup. beaucoup, ouais. Mais c'est vrai que comme T'as pas j'aimerais... tes phases de repos que des Exactement. pros ont, C'est quoi. plus ça, voilà. Ouais. Là, moi, je sacrifie un peu le repos parce que je me dis que... Ouais. C'est comme tout. Demain, tu ouvres une entreprise, bah, tu vas avoir un boulot à côté pour avoir les fonds, pour investir sur ton entreprise. Bah, je vois les choses comme ça. Je me dis, bah, écoute, là, j'investis de mon temps, j'investis de mon énergie. Je travaille à côté, c'est pas une tare, c'est plus un investissement pour pouvoir vraiment développer mon truc. Ouais. Pour que quand ça me sourit, bah oui, je suis content et je me dis, bah tiens, maintenant je vis du MMA. Ouais. Et ouais, c'est dans ce but-là. Dur, courage. Non, Là, franchement, ouais, c'est. Il y a des gens qui sont moins bien lotis que moi. Non, ça, bien sûr, en bien vrai, sûr, ça va. mais moi je sais Ouais. je sais ce que c'est, je passais par là, Ouais. même si c'était un petit peu différent, mais d'avoir un boulot et de faire tes 2 entraînements dans la journée. Avant, après, enfin, on trouve des C'est- créneaux et C'est clair que c'est c'est dur. épuisant, quoi. Mais Ça fait partie mais des. Ouais, tôt ou ça fait tard, partie ça paye. De toute façon, quand on travaille comme ça, voilà, ça paye. Ok, donc judo, voilà, donc t'es passé sur MMA, Ouais. UFC, objectif. Objectif, c'est ça. Est-ce que tu arrives à chronologiquement essayer de visualiser le truc? Est-ce que tu te dis dans 1 an, dans 2 ans? Est-ce que tu t'es mis un but précis? Tu sais, il y a des sportifs de haut niveau, parfois ils écrivent pour tu vois, faire la visualisation dans 1 an, dans 2 ans, ou ils mettent des dates pour un peu invoquer le truc ou voilà, s'aider, en tout cas mentalement. Bah, c'est vrai que je le visualise beaucoup. Maintenant, il y a aussi un facteur que j'ai pris en compte, c'est que c'est le sport business. Tu sais, c'est pas comme le judo. Le judo, t'es champion de France, t'es champion d'Europe, il n'y a plus de questions à se poser. On sait où tu vas aller, on sait où tu T'es dois pris être. en charge. Voilà, c'est ça. Là, il y a le sport business. Est-ce que ta KT, c'est quelque chose de. Ils ont besoin de recruter dans ta KT à l'UFC. Est-ce que ton profil les intéresse? Tu peux gagner, mais pas avoir un style excitant, on va dire, vendeur. Ouais. Il y a tout ça. Donc, tout ça, quand je fais ma visualisation, je le prends en compte. Mais ce que je me dis, c'est que la performance parlera tôt ou tard. Donc, pour l'instant, je me dis prendre les vrais challenges, les mecs qui sont forts, les mecs qui sont durs dans ma KT au cage, évoluer, progresser, me sentir fort, me sentir progresser aussi en tant qu'être humain et athlète. Et tôt ou tard, je pense que ça me sourira, j'espère. Bon, pour l'instant, le chemin il est parfait. Pour l'instant, ça va. Est-ce que là, tu en parlais, effectivement, faire des combats vendeurs. Est-ce que tu y penses quand tu es dans la cage ou avec l'adrénaline, le stress, tu veux juste assommer le mec et gagner ton combat et tu te dis pas, tiens, je vais faire des beaux mouvements ou je vais faire une guerre. Est-ce que c'est quelque chose, on y pense ou pas quand on rentre dans la cage? Ou est-ce que le cerveau, comment ça se passe d'ailleurs? Parce que moi, je toujours trouve ça ultra courageux, les mecs qui vont dans une cage. Les gens se rendent pas compte à quel point c'est fort. Quand je vois les mecs sur les réseaux qui critiquent, je me dis, mais les gars, vous n'avez juste pas idée. Mais comment ça se passe? Est-ce que tu rentres, tu te dis, bon là, vas-y, je vais essayer, premier round, je vais essayer de faire un peu le show. Si je vois que c'est trop dur, on va rentrer plus dans un game plan plus précis. Est-ce que tu arrives à réfléchir à tout ça pendant le combat? Pas du tout. Ok. En fait, au moins c'est clair. Non, mais par contre, je peux comprendre que c'est quelque chose qui affecte beaucoup la façon de penser de nombreux combattants. Moi, après, on va dire, j'ai cette chance d'avoir eu l'éducation du haut niveau avant. Et surtout, j'avais un entraîneur, quand on était junior, Christophe Gagliano, qui nous disait les gars, moi, je m'en fous du style. On fait pas un sport artistique. Il me dit, moi, je veux la victoire. La victoire, c'est la performance. Il me dit que tu gagnes par pénalité, par machin. Tout ce qu'on retiendra à la fin, c'est que tu as gagné. Et ça, c'est une mentale que j'ai intégrée en moi. Toi, et quand moi, je rentre dans la cage, je suis pas là pour faire durer le truc. Si le mec, dès le début, il me donne son bras avec clé de bras. Je veux dire, est-ce que tu serais... par exemple, on prend l'exemple là, ça fait parler en ce moment, il y a les mecs, les lutteurs, les grappleurs, les Ramza, tout ça, qui arrivent à amener au sol, se mettent en demi et ça bouge plus et ils mettent des coups. Ça suffit pour gagner. Effectivement, il y a beaucoup qui râlent parce que il n'y a pas du coup un spectacle peut-être suffisant pour eux. Bon, nous, on aime le sol, on trouve ça beau. Ouais. Mais voilà, est-ce que toi, tu serais prêt à engager un combat comme ça si t'as pas le choix? Amener le gars au sol et le coller et mettre 2-3 coups, bloquer le jeu juste pour gagner tes points et gagner ton round. Ah oui, non, mais c'est clair. Si j'ai pas le choix, moi, je te bloque au sol. Si c'est on va dire, la dimension dans laquelle je peux gagner, je vais chercher cette dimension-là. Ouais. C'est vrai que on fait un sport pluridisciplinaire, c'est ça?
Ouais. où il y a plusieurs dimensions. Et moi, je me prépare vraiment dans toutes les dimensions pour pas me fixer de limites. Ok. Mais c'est clair que demain, si je suis face au mec, sur 3 dimensions sur 2, il me bouffe et qu'il n'y en a qu'une seule, je vais jouer cette chance à fond, quoi. Je vais pas me prendre la tête, je vais aller au sol. Et moi, je trouve ça beau parce qu'en fait, quand tu es, on va dire, un puriste, entre guillemets, un spécialiste du truc, c'est ton sport, bah, tu vois que c'est technique, tu vois que c'est machin. Les gens qui connaissent rien, ils se disent ah ouais, ils se sont fait des câlins pendant 5 minutes au sol, alors qu'en fait, pas du tout, tu vois. Ouais. Nous, on arrive à voir, on dit ah ouais, comment il lui a passé la garde. Bien Putain, sûr. c'est... Bien sûr. Et ça, moi, ça me suffit. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est mettre en valeur le travail des gens qui travaillent qui bossent dans l'ombre avec moi, par exemple, toi, tu me montres une technique. Ouais. Bah, si là, ouais, je réfléchis en mode vendeur, c'est on a travaillé ça, si je la mets, Flo, il va être content. Ouais. Tu vois ce que je veux Ça dire? va faire vendre Strap. C'est plus ça que ça va faire vendre Strap. Télécharger Strap, d'ailleurs. Mais ouais, Tu vois, c'est plus ça que de me dire le mec qui est venu, qui a payé sa place, il va s'ennuyer. Ouais. Tu sais, c'est moi qui prends les risques, c'est ma santé que moi je mets en jeu, c'est Bien sûr. le temps aussi de mes coachs et leur implication qui est en jeu quand je vais dans la cage, quoi. C'est tout ça qu'il faut mettre en valeur avant de penser au spectateur, malheureusement, qui a payé sa place. Et ce côté un peu gladiateur où Ouais. c'est un peu ça, hein, les mecs ils payent ils veulent juste voir du sang, quoi. Ouais, bah c'est clair. En fait, toi, non, tu rentres, c'est pour essayer de te préserver, essayer de gagner rapidement, etc. C'est un sport avant tout, faut être performant. On va faire une petite coupure, là, on a l'animal sauvage qui arrive avec... Retardataire. on a combien, là? On a 40 minutes de retard. Vous allez bien? Ça va et toi? Ça va, tranquillement, ça va. Désolé du retard. Pas de souci. Ouais, va te... Hop, non, c'est bon, ouais. Yes, parfait. Pas trop dur. Désolé du retard, les gars. Bon, Montoli, Bon jiu-jitsu. comment tu vas? Eh ben écoute, ça va bien, hein, super. Est-ce que... Bon, on a commencé sans toi. Ouais, On a parlé judo, on a parlé MMA. incroyable. C'est Est-ce parfait. que tu peux te présenter sportivement parlant? Qui es-tu, Toli, à part un homme de lumière toujours en retard? On a des lumières en retard. Eh bien, écoute, voilà, moi c'est Toli. Ok, très bien. Voilà, moi c'est Toli. Pratiquant de jiu-jitsu brésilien depuis 6 ans. Je rentre dans ma 7e année. Ceinture marron sous Olivier Michaelesco. Professeur Flo Kolb, Danny Plat. Et mentor Alexandre de Campos. J'ai appris le jiu-jitsu dans le pur et dur. Je tournais qu'avec mon mentor pendant 1 an. Et j'ai appris le jiu-jitsu dans le dur. À la dure, comme quoi. ça, ouais, à la dure, franchement. Parce que là, c'est costaud, Campos, ceux qui ne connaissent pas, c'est Tu te mets sur- 1m95, 100 kg de bonheur. Hein. Mais sur le dos et tes ceintures blanches, et t'apprends comme ça. Voilà. Donc, tu as démarré les arts martiaux à quel âge, du coup? J'ai démarré les arts martiaux à 30 ans. À 30 ans, rien avant dans Rien. les arts martiaux. Rien avant dans les arts martiaux, du basket. Basket, 20 ans de basket, 4-5 années pro, donc à haut niveau. haut niveau. Et le JJB, là aujourd'hui j'ai 36 ans. Donc ouais, ça fait quand même un petit moment là Ça maintenant. t'est venu comment, le JB? J'ai commencé le jiu-jitsu pour des raisons très personnelles. D'accord. Mais voilà, ce que ça m'a inculqué, j'avais pas de... Comment dire, je trouve que c'est une belle école de vie. J'ai commencé par, comme tu sais, le basket, qui est une belle école de vie, mais c'est du sport collectif. Et j'avais besoin de quelque chose un peu plus dur déjà depuis tout petit. Avant le basket, je voulais faire de la boxe anglaise. Comme ça se voit pas, mais j'ai les arcades très avancées, tu vois. Quand j'étais petit, à 6 ans, on me disait, ouais, toi, t'es Tyson un peu, tu vois. Ouais, Tu vois, ouais. Puis la carrure. La aussi. carrière. Tu vois, j'ai les arcades quand même, Ouais. tu vois, un peu, Point tu vois. éminente. Fais très attention. Tu peux zoser un peu comme lui. On peut se la jouer comme ça aussi. Oui, tu vois, voilà. tu vois. Et après, moi, c'est ma mère qui m'a empêché de faire de l'anglaise. Ouais. Mais j'ai voulu commencer le sport avec un art martial qui est très noble, la boxe anglaise. Et ma mère voulait pas, elle avait peur des coups à la tête. Et je vis dans une famille un peu très féminine. Je vis qu'avec des femmes, entre mes sœurs, mes cousines, ma mère, etc. Oui, je comprends. Voilà, elle voulait un fils valide. Il y avait moins l'aspect. Voilà, qui sont un peu le socle du truc et voilà, pas de quoi à la tête. Du coup, j'ai quand même été faire un essai dans un petit club de quartier où il y avait quand même 2 champions d'Europe. C'était pas rien. Dans une salle à côté de chez moi, au 140 Ménilmontant, le professeur, c'était Jeannot, paix à son âme, il est décédé. Mais c'était une expérience très bien parce que voilà, j'étais bien. J'avais pris un petit coup et c'était même pas à la tête et ma mère, elle avait sauté sur le mec. C'était une sacrée expérience. carrément. Elle avait dit non, pas sa tête. Après, elle les a insultés. On est sorti du truc. Ouais. Et quand on est sorti, elle m'a dit écoute, mon chéri,
On peut tout faire sauf des coups à la tête. Ok. Tout. Tu peux tout faire. Donc j'ai arrêté l'idée. C'est quelque chose qui est resté quand même. C'est quand même resté là et je savais que j'en avais besoin. Mais l'idée du sport de combat, elle était sortie complètement par rapport et par respect aussi à ma mère. Ouais. Donc voilà, après le jiu-jitsu brésilien, je trouve que c'était une suite logique. Je trouve que c'était quelque chose de très très noble aussi, il n'y avait pas de coups. C'est le sport de combat, on va dire, qui peut toucher un peu tout le monde dans le sens où il n'y a pas de coups. C'est incroyable. Si on tombe sur quelqu'un de bienveillant, tu vas pas te faire mal. Sauf Des si, bons profs. Voilà, mais il y a ce truc-là pour les loisirs, c'est magnifique. C'est magnifique. Et puis, si on y prend goût, on peut essayer de monter en niveau. Mais il y a ce truc-là qui est sympa où il n'y a pas les coups. Ouais. Toi, tu avais besoin de mettre des coups, Nel. Mais nous, on est un peu effrayés par ça. C'est vrai. Hein. Tu penses encore à la boxe ou pas? Est-ce que tu aimerais quand même peut-être apprendre à boxer? Apprendre Apprendre à boxer, c'est un rêve. C'est un truc que j'ai envie d'accomplir. Moi, je suis quelqu'un, quand je commence quelque chose, j'ai compris que j'étais un peu passionné dans tout ce que je fais. Comme j'ai expliqué, j'ai des belles écoles de vie. Et quand j'ai commencé un truc, j'ai été toujours à fond, toujours à 200%. Donc, apprendre à boxer, oui, j'aimerais bien pour avoir quelque chose de classique. Une belle boxe, pas forcément faire de la compète, c'est ce que je dis tout de suite. Mais c'est ce que je disais aussi pour le JB. J'ai commencé le JB à 30 ans, il y a plein de gens qui m'ont déconseillé. Et je trouve que c'était... non. Ouais, moi, quand j'ai démarré, il y a plein de gens qui m'ont dit « Mais non, fais pas, t'es fou ». J'ai trouvé des bonnes personnes sur ma route. Je peux citer des noms. Haïdar, Reda Meptouche, Tassawar, Campos, Diego Bilal. Tassawar, j'espère l'avoir. Hein, je l'écrirai. Tassawar, on te veut ici. Hein. T'es recherché, mon gars. Donc, non, mais c'est des bonnes personnes qui m'ont dirigé naturellement qui m'ont orienté vers ce sport qui est à la fois magnifique et qui m'a beaucoup appris sur moi-même, beaucoup physiquement que mentalement. Psychologiquement, ça a été une délivrance carrément. Donc, je pense que oui, j'écouterai mon instinct, je vais suivre mon énergie. Je pense qu'un jour, je ferai de la boxe anglaise. J'ai hâte. Parce que ça fait partie de moi, je crois. Nel, tu penses qu'un jour il peut signer au Cage Warrior ou pas? Je donnerais des cours en tout cas. Ah non, pas à 40 ans. Nel, voilà. Nel, toi qui touches à beaucoup de sports de combat maintenant, est-ce que tu peux nous faire ton classement personnel de ce qui est pour toi le plus dur? Qui est plus dur dans l'apprentissage? Dans l'apprentissage, c'est tout ce qui est sport de préhension. Okay. Et je le dis parce que je viens de là, quoi. Ouais. Donc tout ce qui va être la lutte, tout ce qui va être le sol. Le sol, beaucoup plus de panel technique, c'est ça? Beaucoup plus de panel technique et surtout, tu vois, comme je te le disais par rapport au judo, il y a cette partie quand tu es jeune éducatif. On t'apprend à chuter. Et c'est des choses on néglige. Hein. On se dit, ah, mais ça sert à rien. Mais en fait, ça sert à beaucoup de choses. De ne tomber sans se faire mal, c'est tout un art. Après, il y a aussi le sol, c'est autre chose. Tu sais, on va dire, il y a aussi les logiques. Physique, tu vois, genre, quand je mets mes hanches là, en fait, je me retrouve là-bas. Quand je mets mon pied là, je me retrouve ici. C'est super dur à apprendre. Moi, je pense que, par exemple, la problématique pour quelqu'un qui se met au MMA, c'est plus dur. Ça reste que mon avis. Hein. M'allumez pas en commentaire. Ça reste plus dur de venir d'un sport comme le striking et d'apprendre tout ce qui est sol, lutte, etc., que de venir d'un sport comme de préhension, et comme le judo, la lutte ou le JIB, et apprendre la boxe et le striking. En combien de temps tu t'es senti à l'aise sur la boxe, sur le striking? Sur la boxe... 1 an, 2 ans? À l'aise, on va dire à l'aise pour le niveau auquel j'évolue, je dirais 5-6 mois. Okay. En vrai, tu vois, même mes premiers combats d'MMA, c'était le championnat de France. J'ai eu 2 combats, 2 KO. J'ai mis 2 KO, tu vois. Et en vrai, vraiment, parce que j'avais un très bon prof, Greg. Greg, si tu nous vois, dédicace. Bon prof, bon et j'ai senti aussi que j'avais des aptitudes pour faire ça. Je sais pas après, mais le rythme. Mais... Après, attention, j'étais pas un boxeur pro. C'est bien plus complexe que ça. J'en fais toujours d'ailleurs, et j'en fais avec des pros maintenant. Et je me suis rendu compte à quel point il y a encore des nuances sur lesquelles on peut encore approfondir, évoluer. Mais c'est comme le sol. Le sol, tu maîtrises 2-3 trucs, tu te dis, ah ouais. Puis après, tu vas dans un truc où les mecs sont compétiteurs en sol. Et là, tu comprends que, il y a ça, ok, d'accord. Plusieurs couches. C'est ça, que des couches. Chaque fois que tu penses que ça y est, en fait, t'es juste au début de la suivante. C'est ça, et en vrai, c'est cette mentale qu'il faut avoir, d'être un éternel apprenti, d'avoir toujours les yeux, les oreilles grandes ouverts, prêts à engranger du savoir et à jamais se dire, ah ouais, c'est bon, je suis arrivé à la fin, je sais tout.
tu vois, nous, au judo, on a plusieurs ceintures. Tu as la ceinture noire, parce que c'est la logique, tu vois, dans tous les sports de combat, les arts martiaux. Et la dernière ceinture, c'est que le créateur du judo qui l'a eu, à titre posthume, Jigoro Kano, et c'est une ceinture blanche. Et c'est dans la mentale, c'est dans l'idée de dire qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Tu vois ce que je veux dire? J'ai une anecdote sur Jigoro Kano, parce que tu m'as fait voir ça. Dis-nous tout. Tu connais Thibaut Gouti? Tu vois qui est Thibaut Gouti? Ouais, je vois Thibaut Gouti. Thibaut Gouti, donc combattant français. C'est un copain, il vient du Sud, on s'entraîne dans le Sud ensemble, il est monté jusqu'à l'UFC et il a combattu au Bellator. Je ne sais pas actuellement s'il a encore des combats au Bellator, mais bon voilà, combattant en MMA, un vrai guerrier. Et l'anecdote, c'est qu'un jour, on va dans une salle dans le Sud pour s'entraîner au sol. Et donc, c'était une salle de judo, donc tu as le portrait de Jigoro Kano. Et la ville, c'était la ville d'Aramon. C'est le nom de la ville d'Aramon. Et donc, quand il rentre, il s'arrête comme ça, il regarde le tableau. Et puis, il dit, c'est qui, lui? C'est le maire d'Aramon? Il nous a flingué. On s'est foutu de sa gueule un petit moment. Je t'embrasse, Thibaut aussi. Mais voilà, pas mal. Je savais qu'il allait dire la photo, c'est noir et blanc. Il est comme ça. Ouais, c'est quel moment tu te dis là, c'est le maire. Ça, c'est le maire d'Aramon. En parlant de petite salle, tu as ouvert une association. Yes. Foco. Bien sûr. Foco. Est-ce que tu peux nous en parler? Et après, on va parler de la difficulté d'arriver à faire vivre une association sportive aujourd'hui. Est-ce que tu as senti une difficulté, en tout cas, même si le JJB quand même explose depuis la légalisation du MMA il y a 4-5 ans. Parle-nous un peu de ton club, s'il te plaît. Ça fait combien de temps là que tu le gères là? Alors, j'ai bien aimé la transition avec la salle. Excellent. Professionnel. Génie, professionnel. Faut savoir que, voilà, y a beaucoup de gens qui se sont posés des questions, très souvent. Ouais. Moi, j'ai fait les choses très naturellement, sans prétention et en toute humilité. C'est important de le dire parce que il faut pouvoir mettre de la lumière là-dessus. Il y a beaucoup de gens dans le jiu-jitsu et dans le sport de combat en général, avec ce qu'on appelle de l'ego de combattant mal placé. Mais en même temps, je comprends, il y a beaucoup de ceintures noires et c'est pour ça que je parle sans prétention. Qui, je sais, et c'est un long chemin le jiu-jitsu. Moi, je suis arrivé, ceinture bleue, ouverture de salle. Il faut savoir que rien ne s'est passé comme ça. D'où ça est devenu qu'en bleu, tu te dises? Alors, voilà, je vais y venir. Vas-y. Moi, de base, j'ai voulu aider un ami. C'est important de le dire, ça reste très privé. Et au-delà de ça, j'ai été validé par toutes mes ceintures noires. Donc, moi, j'ai pas eu l'idée. J'ai eu, par rapport à mon parcours de basketteur, j'ai des facilités avec ma ville. Je viens de Paris, 20e. J'ai des facilités à gérer des créneaux et à en avoir. J'ai appris pas loin de chez moi qu'il y avait une salle de disponible. Et je vais dire son nom, cet ami, Alexandre de Campos, on avait le projet d'ouvrir un club ensemble. Mais c'était plus son projet que le mien. Et je pense que c'est important de le dire. En tant que ceinture noire qui a fait du chemin. Pas dit en bleu, je vais faire mon... Voilà. Ça y est, je suis chaud, j'enseigne. Voilà. Moi, j'étais plus là pour la facilité d'avoir la salle. L'épauler. L'épauler, le mettre en avant dans tout. Maintenant, il s'avère que j'ai travaillé avec le syndrome de l'imposteur dû à des faits de la vie. Voilà. Alex n'a pas pu m'accompagner comme il le voulait dans cette aventure-là. Sachant que ça a été fait, comme j'ai dit, pas vraiment que pour lui au final, mais c'était fait à deux. On est des amis, on est proches. Et par rapport à ça, j'aimerais bien en parler librement et sans problème, sans jugement. Donc j'ai été validé par toutes mes ceintures noires dans le mouvement. J'ai un esprit très créatif. J'ai réussi à l'aide encore une fois de contact à Alex, à créer un logo, à avoir quelque chose qui me ressemble, qui nous ressemble, à créer un sentiment d'appartenance comme avec Mako, ce qui fait avec le requin, les sharks et tout. Le fait que les gens puissent venir s'entraîner, avoir un logo, avoir des kimonos, avoir des rashs, la MK Team, dont toi, mon professeur Flo, et tous mes autres professeurs et mes autres ceintures noires m'ont totalement validé, m'ont donné beaucoup de force. Quand on va à la MK Team, il y a beaucoup de rash guard focaux, et toute cette force, je l'ai appréciée. Voilà. Mais je pense que moi, tout seul, j'aurais rien fait. Je pense que voilà, il y a eu beaucoup le nom. Je pense que tu n'aurais même pas eu l'idée. Voilà, de dire j'ouvre un club. Exactement. Donc, ça a été fait plus à la base
pour aider. Mhm. Et maintenant, j'ai compris que j'arrivais très vite à fédérer. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés, entre guillemets, à moi. Même si Alex est une personne très sympathique, hein, il est très sociable, tout le monde le sait. Hein. Voilà, son côté sociable, on le connaît tous. C'est son plus. C'est son plus. Donc par rapport à tout ça, Ouais. encore une fois sans prétention, etc., je me suis donné, comme je disais, je travaillais avec le syndrome de l'imposteur, je me suis fait un peu tout seul, à donner des cours tout seul, à créer des kimonos, à faire des trucs, avec, comme j'ai dit, avec un peu l'aide des autres. Voilà, hein, d'ailleurs, big up à BJJID, qui a fait une grosse part du boulot, qui est aussi un contact de Campos. C'était important et les gens ont pu s'y retrouver. Il y a quelque chose qui s'est créé, il y a eu beaucoup d'amis à moi qui m'ont donné une force, beaucoup de gens qui se sont inscrits de part et d'autre, il y a beaucoup de gens qui aimaient mon jiu-jitsu, à ma grande surprise, positive. Et au-delà de ça, franchement, il y a eu une belle ascension, ça a fait un effet boule de neige, ça a été un peu un effet de buzz et d'explosion qui fait que je ne pouvais pas faire machine arrière. Maintenant, au niveau des difficultés, oui, il y a l'effet de buzz, il y a les retombées. 1 an, ça marche très bien, l'année d'après. Là, je rentre, grâce à Dieu, dans ma 4e année. Dans ma 4e saison. Fédéré, voilà, 4e saison. On est devenu un vrai club. Au début, c'était de l'initiation. Et ensuite, voilà, le truc, il a pris de l'ampleur. Et comme j'ai dit au début, sans prétention, je ne pensais pas aller, moi, jusque-là, faire 4 ans en tant que prof ou coach ou initiateur, je ne sais pas comment on dit, de jiu-jitsu brésilien. Non. S'il faut que les gens sachent quelque chose, le jiu-jitsu, c'est pas moi. Le jiu-jitsu, je ne représente pas le jiu-jitsu, que ce soit pour la MK Team, à la base, ou pour Foucault. À la base, je ne suis pas un prof de jiu-jitsu, ce n'est pas ma vocation, ce n'est pas mon but, c'est pas... Mais voilà, à force de travailler et de faire certaines choses, ben voilà, il y a aussi l'amour du sport. Comme j'ai dit, quand je commence quelque chose, je suis passionné. Et puis voilà, on est aujourd'hui, comme j'ai expliqué dans la 4e saison, il y a des élèves, il y a eu des coups durs, il y a eu des hauts et des bas. J'ai failli arrêter plusieurs fois. Je me suis posé beaucoup de questions, mais on m'a dit que quand c'était difficile, c'est que tu étais sur la bonne voie. Donc j'ai persévéré, j'ai continué. Je continue encore. Tous ceux qui veulent s'inscrire et qui aiment le jiu-jitsu pour débutants, allez-y, vous avez un petit club parisien, 100% parisien. Foucault, les gars. Est-ce qu'on peut t'appeler Sensei Toli? Mestre Tony. Mestre Toli, excuse-moi. On est toujours là pour le mot qui change. Non, c'est que l'amour, tu le sais. Voilà, Mestre, ça reste comme ça. Mais je vais rebondir sur ce que tu dis. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être le meilleur technicien du monde pour être un bon prof. Je pense qu'il faut être bienveillant, essayer d'accompagner au mieux les gens et qu'il y ait cet esprit qu'il y a beaucoup dans le JJB, dans les clubs, c'est l'esprit famille. Exactement. Toi, tu l'as, à l'AMK, on l'a. Ah ouais. Est-ce que d'ailleurs, tu as cet esprit famille, tu le sens dans des clubs de boxe, dans des clubs sûrement, j'imagine. Ouais. Voilà, donc il y a ce truc-là qui est fédéré un peu dans les arts martiaux en général. L'effort, ça fédère. Hein. L'effort en commun, enfin, qu'on fait tous ensemble. On souffre ensemble, on vit ensemble. C'est un effort de groupe. Ouais. Donc voilà, pour moi, c'est ça qui est important et qui fait que les gens, ils vont rester avec toi. C'est pas parce que t'étais que bleu au début et ils se sont dit ah non, ceinture bleue. Je pense qu'ils ont vu que t'étais bienveillant, que tu faisais au mieux. Au mieux, exactement. Aujourd'hui, t'es marron, bientôt la noire. Bientôt, si Dieu veut. Et... Je suis pas pressé. Hein. Et voilà. C'est un fardeau. Non, mais c'est un fardeau. Ouais. C'est une grosse. Il y en a, ils disent que c'est là que ça commence. Ouais, comme il disait, l'histoire de la ceinture blanche, c'est beau, les ceintures de couleur. Ouais. Mais je pense, comme on dit, hein, on est des éternels apprentis. Ouais. C'est des sports nobles. C'est comme ça que j'appelle ça. Donc, tant que... c'est ce que je dis à mes élèves, des fois, la ceinture blanche et la ceinture noire, ce qui nous sépare, c'est juste la détermination. Ils sont juste restés là. Ouais. Un peu plus longtemps que les c'est autres. Enfin, moi, c'est ce que je trouve. Après, les mecs, ce qu'ils font, ils le font depuis la blanche. C'est la différence que je trouve et que j'ai. Après, oui, leurs mouvements sont plus justes, mais tes mouvements, ils seront toujours plus justes quand tu feras 1000 répétitions d'un mouvement. Ouais. C'est logique. Ouais. Je pense que tu as ouvert un bon moment après le Covid, du coup. Oui, après le Covid, parce que moi, j'ai eu ma ceinture bleue après le Covid. Ouais. La salle, la MK Team avait fermé, j'ai eu ma ceinture bleue en 2020, pendant le Covid. Ensuite, on a ouvert un an après.
Ouais, donc, donc il y a 2021. Légalisation de MMA, je ne me rappelle plus C'est l'année. 2020. 2020. 2020, Ouais, donc, voilà. 2020, c'est là où ça a pété. Voilà, Nous, on exact. le voit, tous les clubs JB sont pleins. Voilà. Et du coup, voilà, tu as ouvert un peu à ce moment-là, tu as réussi du coup à ramener À du ramener monde. du monde. Il y a eu l'effet de buzz, mais pareil, comme j'étais personne, forcément. Est-ce que ça t'a donné des idées pour la suite? Te dire, ben, le jour où je me sens plus légitime, Ouais. tu auras moins, je ne sais pas si tu l'as encore, ce syndrome de l'imposteur, qui n'est pas évident hein, à enlever, je crois qu'on passe tous par là quand on donne des cours. Mais est-ce que tu as aujourd'hui des idées de te dire, ben, peut-être qu'un jour, en banlieue ou dans Paris, je vais ouvrir un vrai club pro, Bien sûr. salle privée, Bien sûr, bien sûr. d'autres profs, un Bien truc sûr. vraiment carré. Évidemment, Je sais moi pas je que suis. c'est pas carré ton assos, c'est juste que Faut que ça gros. Oui, voilà, que voilà, ça prenne de juste un l'ampleur. peu plus pro. Est-ce que Bien sûr. c'est quelque chose qui te trotte? Bien sûr, moi, comme j'ai dit, quand je commence quelque chose, je suis passionné. Ouais. Je pense pas qu'à faire que même du jiu-jitsu. Je pense que Ok. Donc, voilà, multisport, des rencontres, bah, dans le sport de combat. ouais, sport de combat. Laisser une marque, Foco, c'est déjà une marque déposée. Ça va rentrer dans la tête des gens. Le but d'une marque, parce que je travaille aussi beaucoup dans le textile, Ouais. c'est mon travail de base. Je suis consultant marketing pour des petites et moyennes marques de streetwear, sportswear. Et l'idée, demain, si moi je fais une marque, ce qui est déjà le cas avec Foco, c'est pas de faire de la hype, c'est pas de faire du buzz. C'est un peu comme les grosses marques, c'est de rentrer dans la tête des gens à long terme et pour toujours. Ce que je veux, c'est marquer les gens pour toujours. Donc cette idée de faire du sport de combat fédéré et de prolonger dans le temps, bien sûr. Créer un club en premier lieu du jiu-jitsu brésilien parce que j'ai commencé par là. Faire la suite logique, faire un peu de pied-point, mettre des profs de pied-point. Et pourquoi pas ouvrir une section que tout le monde aime, une section MMA. C'est carrément le but. Faire quelque chose avec des rencontres comme je fais comme Nel, qui demain aura une très belle carrière, pourra faire lui aussi, même avant de faire prof, faire des stages. Moi, je pense même cette année, ou voire l'année prochaine, faire un stage de MMA. Il n'y a rien qui m'en empêche. C'est Génial. pas parce que c'est un club de jiu-jitsu qu'on Bien peut sûr. pas faire un stage de MMA avec un mec. Bon, ça, c'est des projets que j'ai dans la tête que j'ai pas encore parlé. Mais oui, Je découvre. ouvrir un gros club. Il a déjà le papier, il faut signer. Voilà. Ouvrir un gros club, que ce soit en banlieue Ouais. ou sur Paris. Moi, je suis parisien. J'aime beaucoup Paris. Ce que je fais, je le fais aussi beaucoup pour ma ville ou mon arrondissement. J'ai eu cette discussion avec Nel en privé. Nel, il a côté commencé. social, Voilà, le côté social de base, c'était ça. Nel, il a commencé le judo. Il m'a expliqué dans la salle à la base de quelqu'un, il connaissait même pas, mais c'était un mec du quartier, un grand du quartier qui a fait une bonne action. Non, souvent c'était comme ça. c'était un mec qui très avait, souvent qui comme avait ça. une association de quartier, enfin, dans tout Orléans. Voilà. Il y a des maisons de jeunes et ils ont fait un truc où il y avait du judo, il y avait de la musique, il y avait plein de trucs. Voilà. C'est bien, ça sort des jeunes Voilà. forcément des fois d'un milieu qui Voilà. n'est pas facile et ça leur permet de s'évader. Ça évite de traîner dehors, c'est sûr. Et moi, Aussi, c'est un peu mon but un jeune que je connais pas, parce qu'il y a des générations dans les quartiers. Moi, j'ai grandi dans un quartier. Il y a des grands qui me connaissent pas. Enfin, Oui. voilà, nous, on connaît pas certains jeunes, mais l'association, elle est là. Moi-même, demain, je pars du quartier, je déménage ou peu importe. L'association, elle est là. Le club, il sera là. Et c'est ce truc-là que j'ai de vouloir un peu rester dans mon coin. Bien évidemment, avoir des sections un peu partout, chose que je vais développer aussi cette année. Être un peu partout dans Paris. Là, je vais avoir des créneaux sur Honner, Flandre. Je vais avoir des petits trucs un peu à gauche, à droite. Mais pour se faire connaître, un petit créneau dans le 17e, c'est vraiment pour se faire connaître. Essayer de... Après avoir une salle principale, un QG, vraiment un point de chute clair, comme tu dis, un gros club. Et bien sûr, après, faire péter le truc, c'est un projet à long terme. Incroyable. Je ne laisserai pas, au bout de 5 ans, 6, 7 ans, 8 ans, 10 ans, il faut que ce soit quelque chose de gros, enfin de solide et de lourd, quoi. Mais oui, qui sera bien implanté dans la tête des gens, dans le sport de combat. C'est mon but. Pas que dans le jiu-jitsu. Voilà. Donc oui, avoir ce gros espace où un jeune passera par là et se dira « Ah tiens, ça je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air d'être sympa, il y a de la lumière, il y a des gants, il y a de la sueur. Je vais y aller, il y a des kimonos. Moi je suis dans la rue, mais je sais pas, j'ai envie de faire du sport. Je sais pas ça vient de qui, mais voilà, il y a déjà ça, il y a une structure. Ils y passeront, ils pratiqueront, ils aimeront, j'espère. Et après, ils feront ce qu'ils ont à faire. Ils deviendront des étoiles du sport. J'ai hâte de voir ça. Moi aussi.
Moi aussi, du coup. Nel aussi, il a hâte de faire son stage. Là. Les gars, stage payant 150 €. Oh, gratuit, tranquille. Futur champ UFC, 150 € la place. C'est- Profitez maintenant parce qu'après, c'est sold out. Hein, moi, je vous le dis. Je touche aucun argent. Je tiens à le Tout est dire. pour lui. Tout est pour lui. L'escroc. Tout va dans la Oh poche là Tout là. du regardez. mestré. Ah là là. Nel, toi qui a fait 20 ans de judo, Ah. est-ce qu'aujourd'hui, dans le MMA, c'est un plus que tu... Je demande ça à chaque fois quand j'ai demandé aussi à Pierre Manzo, est-ce qu'il comptait sur son sol. Et Nicolas, effectivement, me disait, tu me dis si tu es d'accord avec ça, que bah, c'est son point fort, Mhm. puisqu'il vient de là. Ouais. Pierre Manzo vient du sol, toi tu viens du judo. Est-ce que ton coach, est-ce que Tonton, est-ce que Loïc, est-ce qu'il te crée des game plans où on essaie de t'amener vers ton point fort, où l'idée c'est d'aller coller, d'aller faire du judo, ou est-ce qu'il te laisse un petit peu libre de tes combats, de ton game plan à toi, entre guillemets, il te laisse dire ton mot, on va dire. On peut dire ça comme ça. Oui, on est une démocratie. Hein. Non, mais tu sais, il y en Ouais, a je vois qui ce que aiment tu veux bien dire. suivre. Il y a le coach qui dit... Ouais. Tu vois. Non, mais quand je dis on est une démocratie, c'est en amont, moi, je leur fais totalement confiance Oui. aveugle. Ils me proposent des choses. Selon comment je me sens à l'aise avec les choses, je dis, ah ouais, et ça, est-ce que ça passe, est-ce que si, est-ce que ça Souvent, Loïc, il me dit, bah non, ça passera pas. Il m'explique pourquoi. Et comme je lui fais confiance, je me dis, bah oui, ok, t'as raison. Sinon, il y a d'autres choses, il me dit, oui, ça passera. Après, concernant le game plan autour de mon judo, non, on fait pas du tout ça. Faut savoir, tu sais, comme je t'ai dit, je reviens dessus, j'étais un peu en essoufflement avec le judo. Parce qu'il faut savoir qu'avant que le Covid tombe, en fait, j'étais un peu, entre guillemets, en dépression. Enfin, vraiment, j'étais vraiment en dépression. Et je portais vraiment beaucoup de poids sur mon dos, donc c'était très difficile et je me rendais pas compte. Et c'est vraiment quand il y a eu le Covid, qu'on était tous enfermés, que je me suis rendu compte qu'en fait, je me sentais vraiment pas bien, tu vois. Et Le mot est fort, mais est-ce que tu étais écœuré du judo? c'était pas le judo, on va dire, c'était c'était plutôt la vie en général, tu vois. Ok. C'était vraiment personnel, c'était la vie en général. Ok. Mais le judo qui était une très grosse partie de ma vie, bah, forcément jouait un peu un rôle aussi de bouc émissaire. Mais comme j'ai toujours cet instinct de compétiteur où je voulais performer, bah, je pouvais pas m'empêcher de me dire, bah tiens, je me prépare pour la prochaine saison qui arrive, alors qu'en fait, j'avais plus du tout envie, quoi. Ouais. J'avais plus du tout envie. Et c'est le fait justement de faire du MMA où je me suis retrouvé et j'étais en mode, en fait, si, je kiffe toujours ça, de faire de la compète. Parce qu'il faut savoir, à la fin, quand je rentrais sur un tapis, genre, j'angoissais, tu vois. Ok. Un tapis de judo avant de combattre, hein, je parle en Ouais, bien compète, sûr, bien sûr. j'angoissais et tout, genre, parce que je me mettais une pression et en fait, j'avais pas eu aussi les bons mécanismes de réflexion sur ma carrière où j'étais très en mode la performance et ce côté plaisir, apprentissage, je l'avais complètement mis de côté depuis plusieurs années. Ouais, donc le fait de repartir entre guillemets à zéro, Ouais, c'est quelque à chose, zéro. ça t'a fait Ça m'a renaître fait, un peu. ça m'a fait renaître et apprendre des choses, alors que, tu sais, au judo, à la fin, je restais vraiment très sur ce que je sais faire parce qu'en fait, il faut que je performe. Parce que si je performe pas, bah, je vais perdre de l'argent. Si je perds de l'argent, je fais que ça. Bah, donc mon tu loyer, rentres dans- machin, tu cogites. Et en fait, tu vas en compétition, t'es pas libre. Voilà, moi, quand je vais en compétition, je travaille. Hein. Je travaille et ça me rapporte plus, entre guillemets, hein, que ce que je gagne quand je vais combattre. Donc, je me dis, mon loyer, il est payé dans tous les cas. Ouais. J'y suis parce que je veux être champion, parce que c'est ça, le côté financier, je laisse de côté. Et en fait, du coup, bah, comme j'avais ce mal-être vis-à-vis du judo, bah, quand j'ai commencé le MMA, certes, au début, bah, c'est tout ce que je savais faire, donc il y avait beaucoup de projections, mais il y a un moment donné, si tu regardes dans ma carrière, même mon manager, il me dit, mais je vois jamais ton judo. Et ben en fait, comme j'avais pris beaucoup de distance par rapport au judo, on va dire intérieurement, c'est pas quelque chose qui sortait. Ouais, ça se voit dans tes combats. Ouais, c'est pas quelque chose qui sortait. Et comme en plus, j'ai toujours eu cette mentale de, je viens dans le MMA pour devenir un combattant de MMA et pas pour devenir un judoka qui fait du MMA. Bah, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris la boxe, j'ai appris le pied-point avec Loïc, j'ai appris le sol avec toi et avec Patricio et avec Jimmy. J'ai appris en fait toute une nouvelle dimension et je suis vraiment un combattant de MMA. Donc du coup, je me suis encore plus distancé du judo. Là où t'as tonton, tout le temps il marcelle, il me dit mais ton judo, sors-le. Là tu peux faire tomber, là ceci, là cela. Et là maintenant ça commence à revenir. Oui. Parce que justement tous ces problèmes un peu intérieurs et tout, je les ai réglés. T'as un peu réglé, ouais. Je les ai réglés. Et ça commence à se voir sur mes combats parce que bah, maintenant le judo il sort. Mais ça m'empêche pas d'être un combattant de MMA. Ça veut dire de rester debout, de striker, de faire du sol, de faire de la lutte. Et c'est plus une partie de moi qu'on va dire que je rejette, une partie de moi que j'accepte. Et donc du coup, en l'acceptant, je l'intègre aux nouvelles connaissances que j'ai engrangées.
cherche pas à nous faire une ronde Roussé. Non, je cherche pas du tout. Surtout Ces pas. vidéos, elle fait des shadows, là, tout le monde s'était moqué. Dis-toi qu'elle a Surtout été pas, même si, championne même aussi. si grand respect, elle est championne. Ah oui. Grand respect, complètement. grand respect. Et c'était aussi, elle a fait des bonnes choses en judo aussi, tu vois. Ah ouais. Bien sûr. Mais ouais, c'est clair, c'est ça. C'est bien que tu me poses la question parce que c'est quelque chose que j'ai réalisé il y a pas longtemps. Parce qu'on me disait tout le temps, pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas ça. Et dans ma tête, moi, je me dis non, mais c'est la performance, c'est comme ça. J'ai appris beaucoup de choses. Je suis à l'aise en striking, je suis à l'aise ici, je suis à l'aise là. J'ai pas forcément besoin de sortir mon judo. En fait, je me trouvais des excuses inconscientes. Ouais, mais les mecs, ils savent maintenant et tout. Ils m'attendent sur ça. Et en fait, non, pas du tout. C'est juste que, ouais, en fait, j'avais pris mes distances intérieurement par rapport à ça. Et en fait, du coup, c'est pour ça que ça sortait pas, tu vois. C'est bien que tu aies fait un cheminement. Tu t'es posé la question à toi-même pour comprendre C'est ça. pourquoi je fais pas le. En fait, c'était en toi. Et là, maintenant, ça revient. Effectivement. Ouais, maintenant, là, ça revient et. Sur le dernier, là, t'as mis 2-3. Deux, trois. Ouais, il y en a eu une méchante. Une un peu déjà. méchante, Ouais, ouais, ça va. mais c'était joli, ouais. Ouais, Ouais, c'est et, génial. et puis c'est tout ce que j'aime, c'est que c'est pas forcé, tu vois. Et c'est l'essence même du judo, tu vois. Je parlais du Japon. Ouais, tu sens le déséquilibre. J'ai pratiqué le judo pendant quasiment 15 ans avant de vraiment comprendre le relâchement et comment l'appliquer avec mon corps. Parce que le judo, c'est qu'une question de relâchement. C'est vraiment limite utiliser la force de l'autre pour le faire tomber. Si tu fais une prise de judo et que tu as forcé, ta technique n'était pas bonne. On m'a toujours dit, tous les judokas qui j'ai pu parler, disent toujours que le Japon, quand ils y vont, le niveau Mais c'est technique, ça. On en a parlé. il est, mais C'est ça. c'est fou, pas, hein. c'est Est-ce que tu as pas, senti un vrai gap entre le niveau Ouais. technique en France? Pourtant, on est quand même costaud en judo, et le niveau au Japon. Bah en fait, au début, je ne l'avais pas senti. Tu sais, au début, on a la Tenri, en plus, l'université d'Ono. Au début, on est resté un mois, après, on est allé à Tokyo, au Kodokan, Ok. etc. Génial. Et en fait, quand tu vas en Russie, les mecs, ils s'y corps, c'est la bagarre, tu vois. Il y a une grosse phase de kumikata, ouais, très grosse ouais. phase physique. Tu vas au Japon, et moi, je viens d'une école un peu bagarre, tu vois, quand même. Et je faisais ça, tu vois, sur le tapis. Et je me rends compte que les mecs, ils mettaient pas vraiment de force et tout. Et je me disais, wow, ils sont pas physiques ou, tu sais, je comprenais pas. Et en fait, vu la somme d'entraînement qu'on avait, la somme de combats qu'on avait par entraînement, où c'était peut-être, t'avais 15 randori, et après on pouvait te remettre encore la même chose au sol, les cours ils durent 2 heures et tout. Mais en fait, t'es obligé d'être relâché. Ouais, tu T'es obligé tiens d'être relâché. Tu vois, c'est comme, si je peux prendre un très bon exemple en parallèle, c'est le sol. Le sol, quand j'ai commencé à en faire, de sol vraiment pour le MMA, pour le JJB et tout, bah, j'étais dans cette mentale du judo, c'est-à-dire très agressif, très physique, très je bloque les positions, très ceci, très cela. Je suis allé dans une salle où il y avait un peu plus de niveau, donc la MK Team. J'ai vu, ça tournait limite au ralenti, tout ça. Mais ça veut pas dire que les mecs, ils étaient pas forts, tu vois. Ouais. J'ai essayé de faire mon jeu, j'ai pris 2-3 clés, 2-3 étranglements. Je dis, ah ouais, en fait, ouais, il y a aussi un relâchement à avoir ici. Et là, je l'ai compris. Et quand tu le comprends, tu t'apprends 10 fois plus vite. Je pense que c'est tous les sports, en fait. Ouais, mais c'est ça. T'arrives en boxe, que t'es Là, crispé, bah tu... exactement. Voilà. En lutte, si t'es trop... Ouais. Mais voilà, quoi, c'est C'est très dur au facile début. à dire, mais Ouais, voilà, à voilà. faire, c'est Je pense qu'au début, quand t'es nouveau, c'est... C'est ça. C'est Et, très tu vois, quand j'étais au Japon, ça a été aussi la révélation. Et mon judo, il a encore évolué à partir de là. C'était Ok, encore génial. une renaissance, entre guillemets, tu vois. Mhm. Où maintenant, je me suis dit, maintenant, je peux pas aller à l'entraînement et me blesser aussi souvent et être aussi fatigué, aussi épuisé. Et ça m'a appris à mettre vraiment du relâchement dans tout ce que je faisais. Même aujourd'hui, c'est un schéma que je suis dans le MMA quand je m'entraîne. Parce qu'il faut savoir que je m'entraîne. Quand je dis ça aux gens, ils hallucinent. Ils m'entraînent. J'ai entre 14 et 17 entraînements semaine. Et on me dit, mais tu peux pas, mais est-ce que. Nanana. Ben non, Et ben tu en fait, il y a travailles à des côté. entraînements, je suis pas à fond. Des entraînements, je suis pas à fond. Et des Ouais, entraînements, je suis dans le relâchement, je cherche vraiment l'essence technique, la répétition, Ouais. le truc. Il y a des entraînements où, ouais, je me la bute, comme on dit. Ouais, il faut. Et il y a d'autres entraînements où c'est plus un mélange des deux, mais plus la concentration, tu vois. Tout dépend du mood. Tout dépend Ou de de la ce que tu as à construction apprendre Ouais. et aussi des besoins du moment. Oui, c'est ça. Tu vois, là, par exemple, j'ai combattu il y a 10 jours. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est continuer à apprendre. Donc, je vais venir, je vais tenter des trucs, je vais pas me prendre la tête, je vais pas un truc. Et au bon moment, on va durcir les choses. Tu vois. Et quand t'as Enfin, passé une mauvaise journée, le mec, il a un stamina 100. On est sur la lutte, tu t'en veux Non, pas. même pas. Tu sais, vraiment, justement, faut apprendre à. Justement, mais c'est vrai, mais tu dis ça, c'est important, mais il faut apprendre à rester toujours c'est dans ouf, cette hein. optique-là, même si tu as une mauvaise journée, même si le mec en face il te tape. Et ça, c'est très dur. C'est Parce que des fois, on te C'est dit fais un plus dur. sparring, C'est le mec, plus il a dur. les mains, c'est des pierres, il se relâche pas. Ouais. Il se relâche pas. Mais si nous, toi, on toi, a ce truc-là au sol aussi. Mais Le faut, gars voilà, qui- faut mettre ton ouf. ego de côté. Il faut se dire, si tu vas aller au niveau supérieur,
Eh ben, va falloir qu'en face de lui, tu restes serein avec ton sang-froid et que tu continues à rester concentré sur ton truc. Si lui, il arrive à te sortir de ton schéma de concentration, de ce que tu avais prévu de travailler pour progresser, le genre du combat. c'est pas bon. C'est toi le fautif. C'est pas lui parce qu'il tape fort, c'est pas lui, c'est toi le fautif. Parce que le jour du combat, tu sauras pas faire. Ouais, c'est fou. Quand tu seras perturbé, tu sauras pas faire. Tu vois. Ouais, t'imagines quand tu tombes sur un fou. Un fou à l'entraînement. Mais Il y en a. Mais il y en a. Il y en a, Au sol, malheureusement. Parce que On il y connaît en a tout ça, hein. Même au judo aussi, il y en avait. C'est pas non, ne suis au pas judo, non. Au judo aussi, il y en avait. Dédicace à Coquetiela. Grosse dédicace à Coquetiela, le fou du bus. Hein, Graphique. c'est quand même, attention Rafik, hein. Vous prenez des clés de talon, les mecs. Ça, mais au judo, tu sais, il y en avait, même parce que beaucoup de judokas appellent les chiffons, tu vois, les mecs qui prennent la garde, ils étaient là, Oui. mais. Secoue comme. Ouais, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'il faut être deux pour faire un combat. C'est-à-dire que des fois, il y a des mecs qui font ça, et t'es très bon judoka, mais ça se voit pas sur le combat parce que. Les gars, ils sont chiffons. Parce que tu vois, c'est comme tout. Ouais. Un mec, il faut qu'il réagisse à ce que tu lui proposes pour pouvoir faire ta technique. S'il réagit pas, en fait, tu peux pas faire le truc. T'es obligé de passer en force, et en force, c'est beaucoup plus compliqué. Tu vois. Je te pose une dernière question. Vas-y, Ça je t'en prie. va être un peu chaud au niveau timing. Tu me parlais tout à l'heure de l'angoisse sur le tapis parce que tu disais il faut que je performe, sinon le salaire, etc. Est-ce que tu n'as pas peur de retrouver ça plus tard, quand tu seras à l'UFC, de te dire que peut-être ça va revenir, ou est-ce que tu as déjà prévu, ou tu as déjà travaillé mentalement ça, ou prévu d'avoir un préparateur mental qui va t'aider à surpasser ça avant que ça revienne? Parce que ça risque peut-être, je te le souhaite pas, de revenir quand tu auras un certain statut et que tu vivras de ça et que tu auras besoin de performer pour être toujours là. C'est bien que tu en parles parce que je travaille déjà avec un préparateur mental. Top. Et ça fait depuis que j'ai commencé les MMA. Ok. Et en vrai, grâce à lui, j'ai pu résoudre ces questions-là. Il y a des choses où j'ai pu me rendre compte que forcément, en fait, quand tu fais du judo depuis que tu as 5 ans, que tu es en sport-études depuis que tu as 13 ans, que tu es que dans des classes spécialisées pour sportifs, que tu vois pas tes amis, qu'en fait, des fois même tu loupes 3 mois d'école pour partir à l'autre bout, pour t'entraîner, pour faire ci, pour faire ça, que tu as une vie en fait, qui tourne que autour du sport et qu'on te connaît pour être sportif, tu sais pas qui t'es. Moi, je savais pas qui j'étais. Et en plus, c'était très conjoint avec ma vie parce que j'avais 5 ans. Ouais. Ça, c'est pas comme un mec il commence la boxe à 20 ans, il est connu pour être champion, il a eu 20 ans de vie avant, il sait qui il est, tu vois. Moi, j'arrivais pas à dissocier ma personne, Nel, l'être humain, celui qui aime faire ci, ça, être en famille, etc., de Nel, l'athlète. Ça veut dire que quand je perdais, je pouvais me dévaloriser. Ça, en fait, ça jouait sur ma personne. Ouais. Alors qu'en fait, ça ne devrait pas. T'es devenu que le combattant. C'est ça. Et c'est super intéressant. Et c'est pour ça que ça me faisait. C'est pour ça que l'angoisse s'est installée petit à petit, a commencé à monter et est devenue invivable sur la fin. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, tu vois, moi, je rentre dans la cage. Je vois, j'ai vu ça passer il y a quelques temps, là, quand c'était RMC qui mettait Nel reste invincible ou je sais pas quoi, invaincu, voilà, c'est ça. Et en fait, je vois, il y a beaucoup de gens qui me disent ah ouais, t'es invaincu, t'es machin. Mais non, les gars, j'ai déjà perdu en amateur, j'ai déjà perdu au judo, j'ai déjà perdu dans la vie. Et je suis pas accroché à ça parce que je sais que demain, ouais, j'ai perdu, ça fait partie de l'apprentissage et j'apprendrai, et je me relèverai. Mais en tout cas, ça n'enlève rien à qui je suis. Tu vois, je rentre dans la cage, la performance, elle est ce qu'elle est. Quand je sors, je suis le fils de ma mère, je suis le frère de ma sœur et de mon frère. Je suis l'ami je suis votre ami. Ça changera ta valeur. Voilà, c'est ça. Et j'ai appris vraiment à dissocier. Et depuis que j'ai dissocié, c'est vraiment rien à voir. Et ça me permet justement d'avoir, on va dire, toutes mes capacités disponibles quand je dois performer. Parce que je sais, tu vois, je m'épuise plus, j'éparpille plus mon énergie. Mon énergie, elle est disponible au bon moment, dans la bonne situation. Là, c'est le moment de combattre. Là, je suis féroce. Là, c'est moi le combattant. Là, je suis sorti de la cage, je suis l'ami, on va manger au resto, on va s'éclater, on ne parle plus de combat et tout. Et souvent, les gens, ils me disent « Ah ouais, mais t'es deux personnes différentes. » Je dis « Quand t'es à l'entraînement, tes yeux, tes machins, ouais, parce que j'ai dissocié. » C'est super intéressant ce que tu dis. Je pense que vraiment, moi, j'ai ressenti le même truc. J'avais arrêté la compète parce que j'arrivais plus à dissocier. C'était un stress énorme parce que je me disais « Tout le monde attend de moi. » Et j'ai l'impression que si je perdais, j'étais une... Je ne vais pas en dire de gros mots, mais j'étais une... Voilà, c'était moins que... Voilà, moins que rien, voilà, c'est ça, moins que rien. Alors qu'en fait,
Non, c'est juste, t'as perdu en combat, ça arrive, c'est Mm. la compète. Déjà, t'y vas, c'est énorme. Mm. Mais ça changerait à toi qui tu es. Ça changerait Et du tout. tes amis sont toujours fiers de toi, qu'importe ce qui C'est arrive, ça. tu vois. Puis, Et ça, Et justement, ensuite- ça m'a permis de faire le tri. Ouais. Le tri. Parce qu'en fait, c'est depuis vrai. que j'étais jeune, je connaissais beaucoup de gens qui m'envoyaient de messages, beaucoup de gens qui me disaient ah ouais, fier de toi, mais quand t'es dans le moment où il fait Ouais, noir, t'es dans le tunnel, Ouais. C'est là où t'as ça. pas de Ouais, message, ouais, t'as ouais, le message que ceux qui sont vraiment qui s'inquiètent Ouais, pour ouais, toi, ouais, tu vois. ouais. Et même encore aujourd'hui, je reçois encore des messages, mais j'ai trié maintenant. Tu vois, Mhm. maintenant j'ai trié et je sais ce qui est important. bien sûr. Quand je rentre dans cette case, je sais qui sera malheureux si demain je me fais mettre KO et qui Ouais. va partager la vidéo ou qui sera en train de dire oh là là, ce que t'as pris, tu vois. Exactement. Et en fait, quand tu fais les comptes, il y a moins de 5 personnes dans tout ça. Mm. Ouais. Moins de 5 personnes, alors que depuis que j'ai 14-15 ans, T'en as vu du monde passer. j'ai le numéro de 200 personnes, toi. J'ai le Ouais. numéro de 200 personnes parce que, ah oui, moi, mon camarade de classe, il était champion de France de ça, de machin, de ceci, de Ouais. cela. Et tu sais, c'est de la gentillesse quand Ouais, même, ouais. quelque part. Donc, Non, t'es bien toujours en sûr. train de te dire, ah ouais, mais lui aussi, c'est mon ami, mais lui, il est Mais gentil faut avec pas moi. oublier, ouais. Faut pas oublier. C'est pas méchant. Ce qu'ils font, c'est pas C'est pas méchant. méchant, exactement. Tu sais, il y a une phrase qui dit, les gens sont pas contre toi, ils sont pour eux-mêmes. Ouais. Mm. Tu vois, donc c'est pas méchant, il faut le comprendre. Mais en même temps, toi aussi, tu dois prendre soin de toi et pas être accessible à tout le monde. Pour ça, des fois, tu me vois, je suis là, je parle pas. Ouais. Ça, j'attends de voir, j'observe et je vois qui est qui et je vois avec qui je peux parler, avec qui je peux machin. Et ensuite, voilà, on devient pote. Super intéressant. Mm. Super intéressant. Moi aussi, je me suis toujours dit, c'est pas méchant encore une fois Ouais. contre ces gens, mais demain, j'arrête le JB. Mm. Qui va tuer Bah, ça. Ouais. C'est ça. Parce que aujourd'hui, quasiment Mm. tous mes potes, c'est sport de combat. Sport de C'est combat. ça. Tu vois. Et Il a- en fait, moi, à mon petit niveau, hein, Mm. il y en a qui vont juste me suivre parce que prof là, Prof, parce là, que machin. ceinture noire. Et le jour où j'arrête, en fait, t'es plus personne en fait. Mais c'est ça. Mais Puis t'as vraiment basé il ta faut arriver communauté à- là-dessus. Ouais, il faut arriver à juste relativiser, c'est ok. Mm. Ces gens-là, comme t'as dit, c'est pour eux-mêmes. c'est pour C'est eux, pas pour- c'est pas pour toi. Et C'est vrai. un exemple type, tu vois, moi, je viens d'Orléans, comme je vous l'ai dit. Je rentrais souvent les week-ends pour me reposer, pour relâcher tout ça, cette image, cette identité, etc. Et j'avais des potes avec qui j'allais, quand j'allais, on sortait tout le temps. On allait dans des petites soirées, dans Ouais. des trucs. Et un truc que je me suis rendu compte, mais bien après, c'est que chaque fois qu'on y allait, je leur disais, les gars, le discours sur le fait que je sois sportif de haut niveau, que je fais ci, je fais ça, vous oubliez. Ouais. Dès qu'on rentrait, lui, c'est que lui, il est champion de France, c'est que lui, machin, c'est que Ouais. Et en fait, Ça comment montre- tu veux ne pas t'identifier à ça montre quelque chose. Ouais, Oui, bien voilà. sûr, bien sûr. Même, c'est-à-dire les gens que tu connais depuis que tu as 12 ans, Mm. c'est comme ça qu'ils te voient. Ouais. L'identification. C'est comme ça qu'ils te voient. Donc comment tu veux t'identifier autrement, c'est pas possible. Super intéressant. Mm. Donc les gars, si vous avez la combattant pro MMA, c'est normal de l'avoir. Mais pour ceux qui font les compètes en JB, si vous avez l'occasion, les moyens, franchement, préparateur mental, ça change la donne. Ça change Ouais, la ça donne. Ça change la donne, c'est pas du flanc. Moi, je suis encore Non. bloqué dans ça. hein. Et- ouais. On en a Ouais. beaucoup parlé. C'est pas, moi, c'est pas un tabou, c'est pas une faiblesse. Et même si c'était une faiblesse, pour être fort, il faut avoir été faible. Ouais, C'est clairement. parce que la force, c'est surmonter sa faiblesse. Et en fait, on peut pas laisser des choses comme ça vous pourrir la vie. Tu sais, t'arrives, le JJB, c'est quelque chose que t'aimes et tout. C'est fatal. Le judo, c'est quelque chose que j'aimais et tout. Et t'arrives en compète en te disant, mais mais je peux pas perdre pour les raisons que je t'ai citées. C'est ça. Mais des fois, le plus gros stress, c'est sachant mon niveau, sachant tout ce que j'ai déjà pu, entre guillemets, accomplir, si je perds contre lui, qu'est-ce qu'on va dire? Et en fait, t'en oublies le plus important, c'est ton objectif. Ouais, T'es là pour quoi? T'es là pour toi. T'es là parce que ça te fait rêver. T'es là parce que t'as sacrifié tant d'été à t'entraîner, parce que tu pensais à cette médaille, tu pensais à cet accomplissement. Qu'est-ce qu'on s'en fout que lui, là-bas, il aime pas que tu fasses que du sol en MMA ou qu'il ait un avis Ouais. bien tranché sur le fait que t'es perdu. On s'en fout. C'est vrai. Vivre l'instant, vivre les émotions. Et rester centré sur soi-même aussi, d'une certaine façon, en tout cas sur sa pratique. C'est super important. De quoi moi j'ai besoin? Pas se comparer aux autres. Pas arriver et dire, ah ouais, lui, il arrive à faire le berimbolo, du coup, moi, il faut que j'y arrive aussi. Ouais. Non, qu'est-ce que moi j'arrive à faire avec mes capacités? Ouais. Et c'est le bagage qui m'a été donné par la vie. C'est de plus en plus dur avec les réseaux. C'est où très dur. on très nous dur. montre que des gens qui réussissent, dur. que des gens qui ont des physiques incroyables, que des Très gens. dur. Et Et on tu est te- tous t'as sujets à tendance ça, à les te gars. On est comparer. tous sujets à Ouais, ça. c'est dur. C'est ce que j'essaye de pas trop de pas inculquer à mes élèves aussi. Mm. Leur dire que voilà, le jiu-jitsu, moi je donne de la force à tous ceux qui veulent commencer. C'est pour ça que mon club, il est un peu entre guillemets pour les débutants, pour récupérer les personnes qui ont eu les mêmes difficultés que moi. Moi, j'ai commencé dans le dur. Mm. J'aurais voulu commencer autrement,
mais j'ai commencé quoi qu'il arrive. Et j'ai commencé par des personnes bienveillantes qui voulaient mon bien. Et c'était des bonnes personnes. Maintenant, ils m'ont appris le JB de la façon dont eux, ils l'ont appris. Moi, j'essaye de montrer le JB d'une façon où moi, j'aurais voulu qu'on me l'apprenne. Ça, c'est bien. Et je le dis à tous les débutants, tous ceux qui veulent démarrer, je le dis même maintenant, respect à vous parce qu'il y a de plus en plus de monde qui en fait, qui en font, qui pratiquent. Et le niveau a explosé, même en ceinture blanche, les mecs sont très forts. Et je trouve que les personnes qui démarrent sont très courageuses. Maintenant, il y a des trucs, beaucoup de publicité mensongère. Il y a des mecs qui disent, ouais, regardez-moi, je peux devenir champion du monde en 2... Vous pouvez devenir champion du monde en 2 mois, les mecs. Ouais. Voilà, il y en a... Bon, sur ce... Je vous rends mon programme. Soyez champion du monde en 2 semaines. S'il y a une balle perdue, là, j'essaie de savoir. C'est bien de... C'est bien de... Moi, je donne pas de nom. Mais c'est bien de... Faut pas en donner. C'est bien parfois de recentrer les choses. Comme je dis, moi, on m'a donné ma chance. Ceinture bleue, je donnais des cours. C'était pas forcément... vous voyez, voulu. C'était pas... voilà. C'était quelque chose que j'ai fait parce que j'aimais ça. Et ce que j'inculque, c'est vraiment de dire que, voilà, déjà, vous avez du courage. Les réseaux, c'est chaud. Quand vous voyez un mec sait faire... Brûlez pas les étapes. Ça reste... Le MMA, ça reste un sport ultra chaud. Le jiu-jitsu, ça reste un sport très difficile. La boxe, j'en parle même pas. Tu fais 10 ans de boxe, ta tête, elle est sur le côté. C'est... Tous les mecs qui font de la boxe au bout de 10 ans, ils parlent comme ça. C'est compliqué, mais... big up à tous ceux qui font de la boxe. Hein. Vous êtes des légendes, les mecs. Vous êtes très forts. Mais mettez-vous sur le côté quand vous parlez. Mais voilà, quand vous savez que vous commencez quelque chose de difficile, les réseaux, comme tu disais, c'est un problème. Pour les jeunes, pour l'influence, pour tous ces trucs-là, les réseaux, c'est limite un danger. Dans tout, même dans la vie de tous les jours. D'accord. Mais bon, on va pas partir sur ce terrain. On aurait pu encore parler 2 heures. Malheureusement, on est pris par le temps. Merci infiniment, les gars. Merci Je vais à toi, remercier le sponsor de l'émission, Gestion Locative Plus, qui n'est autre qu'Anthony. Anthony, homme de confiance pour la gestion de vos biens, achat, vente, location. Il est sur Paris. Je vous mets toutes ces infos dans la description, son site, son numéro de téléphone. Je le remercie infiniment pour son aide et pour sa confiance. Merci Nel, on te souhaite le meilleur. De toute façon, ça arrive. Restez branchés parce que ça va être chaud. Et Toli, le meilleur pour toi aussi avec Foco et avec ta bienveillance qui te caractérise. Merci les gars, infiniment. Merci.